On est reparti, 6e édition Tourisme numérique. Je vais laisser la parole dans quelques instants à Estelle et ensuite tous les intervenants qui vont être avec nous pour cette session. On est pour une petite heure ensemble. On se gardera une dizaine de minutes à la fin pour les questions-réponses. Et l'idée en fait sur cette session, c'est qu'à la fois on dresse le contour effectivement le numérique au service des nouvelles pratiques touristiques, à la fois de manière un peu théorique, mais aussi pratico-pratique. On mettra en avant beaucoup de solutions innovantes pour aussi que vous repartiez de la conférence avec plein de bonnes idées, de sites, d'applications, bref, que ce soit aussi relativement concret. On va donc passer la parole tout de suite à Estelle, puisqu'on est sur une 6e édition de Tourisme et numérique. Estelle, qui d'habitude, Tourisme et numérique se tient en présentiel à Lannion. Là, on est sur une édition qui est dématérialisée, étant donné le contexte sanitaire, et qui a la particularité aussi d'avoir pris une orientation Tech for Good pour cette 6e édition. Je te laisse présenter le contexte. Donc, bonjour à tous. Donc effectivement, Estelle Kiraval, je suis la directrice de la Technopole Anticipa et investie dans le consortium French Tech Brest Plus, puisque la French Tech Brest Plus rassemble les territoires de l'Ouest breton avec Brest, Lannion, Morlaix et Quimper. Donc voilà, c'est une 6e édition, comme tu l'as dit Frédéric, une 6e édition un peu spéciale puisque en raison du contexte sanitaire, on n'a pas pu vous réunir en présentiel. On avait pris la décision très tôt de le faire en mode digital puisque on avait déjà subi pas mal de réorientations sur différents événements, qu'on avait passé du présentiel au digital. Et donc, on s'était dit très tôt que pour tourisme et numérique, au mois de novembre, on ne sentait pas forcément de vous réunir tous en un seul lieu. Et donc, notre nez nous a fait prendre cette décision très tôt et on voit qu'on a eu raison puisqu'on aurait bien été embêté de tout transformer à la dernière minute. Donc voilà, cette 6e édition 100% digitale, on est ravis que vous soyez aussi nombreux acteurs du tourisme et acteurs du numérique à nous suivre depuis déjà plusieurs années pour certains et à nous rejoindre pour d'autres. Donc c'est un événement qui nous tient particulièrement à cœur parce qu'on est un territoire à la fois numérique et aussi touristique. Donc c'est l'occasion impeccable de réunir ces deux mondes. Voilà, donc une édition qu'on a voulu ouverte à tous et puis gratuite aussi cette année particulière. Et une thématique que l'on a voulu aussi orienter for good, hein, qu'on avait orienté for good même avant la connaissance de ce contexte sanitaire, puisque nous avions acté pour l'année 2020 un fil conducteur for good pour l'ensemble des actions de la Technopole. Le contexte sanitaire renforce l'intérêt et cette notion for good que vous connaissiez déjà peut-être préalablement ou que vous ne connaissiez pas. En tous les cas, le for good, c'est ni plus ni moins que le développement durable. Donc le développement durable, c'est d'accompagner toutes les actions, tous les projets qui peuvent avoir un impact positif sur la société, sur les enjeux sociaux et puis également sur les enjeux environnementaux. Donc rien de nouveau réellement dans la terminologie for good, donc c'est le développement durable. C'est une terminologie à la mode, on va dire, dans le sens où il y a une recherche de sens. On sent que c'est vraiment une thématique qui avant était plus une contrainte et aujourd'hui on voit que c'est une thématique qui aussi amène des opportunités. Donc c'est extrêmement important que l'on puisse collectivement s'en saisir. Puisque ça répond à des grands enjeux de la société, mais qu'on puisse aussi s'en saisir individuellement, puisqu'on a tous à y gagner, dans le sens où je pense que le for good amène aujourd'hui, répond à des enjeux marketing pour fidéliser ou renforcer l'offre et la différenciation de l'offre vis-à-vis de votre clientèle qui est de plus en plus en recherche de sens. Donc voilà un petit peu pour planter le décor du for good. Donc c'est tout ce qui a un impact sur la société, sur les enjeux sociaux et environnementaux. Donc tout ce qui peut améliorer votre empreinte carbone, hein, tout ce qui peut vous rendre plus inclusif, tout ce qui peut permettre de renforcer les liens sociaux, ça rentre vraiment dans cette dynamique. Et donc, voilà, on sait que les technologies peuvent servir ces objectifs et c'est pour ça qu'on organise cette journée aujourd'hui.
Donc avant de conclure et de passer la parole aux experts et aux vrais experts du sujet, puisque nous on est plus experts de l'innovation en général, et donc là il s'agit de donner la parole aux experts du tourisme et aux experts du For Good. Je tenais à remercier donc nos partenaires, nos sponsors, les intervenants, mais aussi remercier les différentes entreprises qui se sont prêtées au jeu du pitch vidéo. Je tenais à les féliciter de la qualité des vidéos qu'ils nous ont produites, parce que c'est vraiment des vidéos de très bonne qualité où le message a été extrêmement bien travaillé. Donc je vous invite tous à aller regarder ces vidéos sur le site web, puisqu'on va vous demander de participer à la. Donc on a comment dire, sélectionné des finalistes, et on vous demandera à tous de sélectionner les lauréats de cette 6e édition. Donc je vous invite à aller regarder les vidéos des nominés et l'ensemble des vidéos également par curiosité également. Et puis donc nous procéderons à la nomination de ces lauréats le 12 novembre prochain. Donc vous serez partie pour la désignation de ces lauréats. Donc je ne vais pas prendre plus longtemps la parole. Comment ? Pensez à vous inscrire du coup à la finale en ligne. Oui, pensez à vous inscrire à la finale, donc le 12 novembre, effectivement. Donc voilà, je ne vais pas monopoliser plus la parole. Merci à tous, merci aux participants et merci aux intervenants, aux sponsors et aux partenaires publics et privés. Je laisse la place aux experts pour vous apporter l'éclairage et les éléments de cette vision For Good. Bonne édition à tous et à très bientôt. Merci Estelle. On y reviendra également en fin de session, mais cet après-midi, ça continue à 14 h. Il y a un autre webinaire qui sera animé par Ludovic Dublanchet sur la place du numérique dans les nouvelles pratiques touristiques. Alors justement, tout rapide des intervenants qui sont avec nous pour cette session. Ludovic Dublanchet, bonjour, bienvenue. Ravi de vous avoir avec nous pour cette session. Je vous laisse vous présenter en 30 secondes, Ludovic. Ludovic. Je pense que allô. Activé. Ah, c'est bon, d'accord. Bonjour à tous, donc, et merci de votre invitation. Désolé pour ce petit souci. Je m'appelle donc Ludovic Dublanchet, je suis consultant essentiellement auprès de destinations touristiques. Je suis intervenant, conférencier, j'organise des manifestations. Et avec mes deux collègues, Pierre Éloi de Touristique et François Perroy d'Emotion Tourisme, on a fondé le collectif Agitateur de Destinations Numériques. Et on y promeut un tourisme qui se veut plus local, plus solidaire, plus humain, qui a pour objectif d'identifier les pépites locales, de les valoriser de par les recommandations, les secrets des habitants, des prestataires touristiques, de ceux qui vivent sur le territoire, et de faire en sorte qu'on ne se cantonne pas justement au Tour Eiffel d'une destination. Ça passe évidemment par des outils numériques, hein, c'est l'outil de communication, mais l'important pour nous là-dedans, c'est avant tout l'animation locale que ça peut créer, la fédération des acteurs, et puis la création de contenus qui sont vraiment locaux, qui ne sont pas ceux qu'on va trouver sur les plateformes d'avis outre-Atlantique et qui sont ceux des gens qui vivent le territoire au quotidien et qui sont probablement les mieux placés pour donner des recommandations aux gens qui viennent y passer quelques jours ou quelques heures. Parfait, merci Ludovic, on vous laissera intervenir, rebondir un peu dans la conférence également en nous livrant un peu votre retour d'expérience justement, puisque vous intervenez également très, très régulièrement sur ces sujets. On continue le tour de table et on passe la parole à Pierre Bouton de la Fédération des offices de tourisme de Bretagne. Bonjour Pierre et bienvenue. Bonjour Frédéric, bonjour à toutes et tous, merci également pour cette invitation. Donc, je m'appelle Pierre Bouton, je suis directeur de la Fédération des offices de tourisme de Bretagne. Donc, nous sommes un relais territorial qui rassemble les 58 offices de tourisme que compose la Bretagne. Donc, nous, on intervient sur l'accompagnement, l'animation de réseau, la structuration des offices. Et on les accompagne aussi sur le volet digital en partenariat avec l'ensemble des acteurs institutionnels du tourisme en Bretagne et national, que sont les CDT, le Comité régional du tourisme de Bretagne et bien sûr la région Bretagne qui nous soutient. Et donc particulièrement, on a lancé pas mal de sujets et de dossiers digitaux ces derniers mois, voire ces dernières années, et c'est sur quoi je vais témoigner tout à l'heure. Et vous n'êtes pas venu seul, puisque vous êtes
venu avec des étudiants, donc on va vérifier s'ils sont bien studieux et il y aura un petit QCM spécifique pour eux sans doute à la fin de la conférence. Je continue la distribution et la présentation des intervenants. On a avec nous Philippe Delmas d'EcoCompteur. Philippe, vous êtes avec nous, EcoCompteur, entreprise charismatique et emblématique des Côtes d'Armor. Je vous laisse présenter en 30 secondes EcoCompteur qui est basé dans les Côtes d'Armor mais qui est présent mondialement. Absolument, oui. Donc, je me présente rapidement. Philippe Delmas, consultant commercial pour EcoCompteur sur la zone Grand Sud. Donc, je suis pas vraiment le local de l'étape, mais virtuellement, tout est possible. Donc, EcoCompteur basé à Lannion, effectivement, qui revendique fièrement le Made in France. C'est assez tendance actuellement également, puisque 70% de nos fournisseurs sont français, 40% d'entre eux sont bretons. Et depuis 20 ans, cette année, on propose des solutions de comptage de personnes qui sont autonomes et qui relèvent les données en automatique. Et toutes ces données permettent en fait de gérer, d'optimiser la gestion des flux, que ces flux soient touristiques ou autres. Et donc, quelques chiffres clés à retenir. Pour des pistes cyclables, alors, pour être très concret, des pistes cyclables, j'en sais rien, à New York ou à Buenos Aires, ça peut passer par vous. Des pistes cyclables, des sentiers de randonnée, des sentiers équestres, des voies navigables, enfin on sait compter à peu près tout dans tout type d'environnement. Et juste quelques chiffres clés à retenir, donc EcoCompteur aujourd'hui, 90 salariés basés à Lannion, sans compter bien sûr les filiales allemandes et canadiennes pour l'Amérique du Nord. On touche 54 pays grâce à un réseau de 35 distributeurs. On n'a pas chômé en 20 ans puisqu'on a vendu 18 000 compteurs à travers le monde. Et cette année, ces 18 000 compteurs ont déjà compté plus de 3 milliards de personnes. Parfait, merci beaucoup Philippe, et puis on rentrera un peu plus dans le détail, un peu plus loin dans la conférence. On continue le tour de table avec Frédéric Sudreau de Facility, qui n'est pas non plus le plus régional de l'étape, puisqu'il est basé à Limoges, mais qu'il est breton friendly, je ne sais pas si on peut dire ça, en tout cas habitué de nos événements et de nos... alors Frédéric, je me tais et je vous laisse la parole. Ok, bon, merci Nicolas. Bonjour à tous. Oui, en effet, je suis le plus au sud de la région. À chaque fois, je le dis, mais c'est pas grave. En effet, breton de cœur. Et ravi d'être avec vous aujourd'hui de nouveau. Un sujet qui m'intéresse, puisque le tourisme et le digital, ça passe souvent par des réservations en ligne, ça passe souvent par des outils de communication qui permettent à un moment d'intéresser le public à différents sites touristiques ou de les maintenir sur une région. Eh bien, moi, je suis aujourd'hui plutôt spécialisé dans les solutions qui vont permettre de ne pas perdre environ 25% d'audience que vous pourriez avoir si vous êtes un office de tourisme, un hôtel, un lieu touristique, parce que globalement, il y a 25% qui se retrouvent en situation, 25% de personnes qui se retrouvent en situation handicapante à l'utilisation d'Internet, ne serait-ce que pour réserver, par exemple, un voyage, un bus ou un billet en ligne. Soit parce qu'ils ont des handicaps relativement lourds, utiliser Internet correctement, soit parce qu'ils sont en situation de légère perte d'autonomie, comme peuvent être les seniors. Donc, j'essaierai de parler de valeur, ce dont parlait tout à l'heure l'intervenante de départ, d'inclusion et pourquoi pas de confort d'utilisation. Facility, c'est donc une solution innovante qui rend accessibles les outils digitaux déjà existants. Oui, bonjour, Nicolas Maisonneuve, Office de tourisme de Carnac. Alors, Nicolas Maisonneuve, merci de couper votre micro. Voilà, je vais échanger avec mon collègue de Vannes. Voilà, les aléas. Donc, alors, pensez à couper vos micros si vous n'avez pas prévu d'intervenir, parce que sinon ça va être compliqué. On continue le tour de table avec Stéphane Vincent, fondateur d'une plateforme web spécialisée dans les hébergements écologiques en France. Stéphane et Marie Wigo Greener, je vous laisse vous présenter. Stéphane ? Pour allumer le micro. Ah oui, exactement, je me suis fait avoir aussi. Bonjour à tous, donc merci de m'avoir convié. Je vais représenter Marie qui n'a pas pu venir. Donc Marie, Pierre et moi, même on a fondé il y a 1 an Wigo Greener. Donc on est mariés dans la vie et cofondateur de Wigo Greener. Wigo Greener, c'est une plateforme de réservation, d'hébergement et d'activités éco-responsables.
On va en parler après. Donc, je voulais surtout mettre un petit focus sur une slide sur des chiffres, parce que je pense que c'est important. On voit qu'il y a une réelle prise de conscience qui est en train de se faire. Ces chiffres-là, ils datent de l'avant-Covid. Alors, c'est évidemment plus fort maintenant. Et on est dans une réelle dynamique de changement vers des consommations plus responsables. Donc aujourd'hui, 71% des gens consomment bio au moins une fois dans le mois. 72% des jeunes changent de crèmerie et changent de marque si elles ne correspondent plus à leurs valeurs. Et on voit que 73% des voyageurs déclarent vouloir continuer de voyager, mais sont prêts à favoriser un hébergement qui soit dans une dynamique éco-responsable pour diminuer leur impact environnemental. Donc, notre solution, eh bien, elle est là pour mettre en avant les hébergements qui sont dans cette dynamique-là et éventuellement accompagner ceux qui voudraient être dans cette dynamique-là. Donc, on va allier écologie, éco-responsabilité et digital. Parfait, on découvrira ça dans le détail un petit peu plus tard dans la conférence et on termine le tour de table avec, last but not least, Jérôme Alexandre, Next2You, start-up basée à Rennes du côté du Mâbillet. Jérôme, je vous laisse la parole quelques instants pour que vous présentiez un petit teasing sur votre activité. Eh oui, bonjour à tous. Alors, je suis Jérôme Alexandre, fondateur de la startup Next2You. Next2You, c'est une application mobile de mise en relation instantanée. Il est nécessaire de moins d'1 minute et 3 clics pour rentrer en connexion avec les personnes à proximité. L'idée est née dans un TGV, sur un axe de mobilité. Je m'installe, 800 personnes derrière un écran. Et l'idée initiale, c'est de se dire comment on pourrait permettre à ces personnes-là de pouvoir se lever et échanger pendant ces 2 heures de voyage. Next2You s'adresse non seulement aux particuliers pour pouvoir se rencontrer, mais aussi pour générer des interactions entre les commerces locaux et ces particuliers. Donc, je parle aussi de bateaux de croisière notamment. Next2You s'adresse aussi au camping. Imaginez un patron de camping qui annonce l'apéro Morito à midi à ses 1500 campeurs. Eh bien, on génère à ce moment-là de la présence, de l'interaction et donc de la consommation. Et puis, va aussi générer de l'interaction sur des lieux de vacances, sur des lieux de forte densité, générer du partage et de l'entraide. Et Next2You est simplement là pour permettre de ranger le smartphone et recréer du lien humain. Et encore une fois, quand je propose Next2You pour ranger le smartphone, ça paraît toujours assez anodin de ranger le smartphone avec une application mobile, mais c'est ce qu'on a mis en place aujourd'hui. Alors, en quelques chiffres, simplement, Next2You aujourd'hui, c'est déjà 3000 téléchargements sur la ville de Rennes. On a déjà déclenché plus de 1000 rencontres. On a 80 commerçants qui travaillent avec nous au quotidien, qui notifient leurs plats du jour, leurs événements. Et dans la situation actuelle, vous pouvez imaginer que c'est une aide précieuse. Et puis, tout récemment, on vient de proposer également au taxi, pour eux aussi, c'est moins évident. On a inventé le taxi en un clic à Rennes. Il n'y a pas de Uber à Rennes. C'est pas évident de trouver un taxi en fin de soirée. Eh bien, aujourd'hui, on a déjà honoré plus de 50 demandes de taxi en 2 mois. C'est le tout démarrage, mais on a déjà une bonne quinzaine de compagnies qui travaillent avec nous pour ça. Voilà. Ok, bon, on rentrera un petit peu plus dans le détail tout à l'heure. Merci à tous en tout cas de votre présence sur cette table ronde. L'idée, c'est que là, on prenne quelques minutes pour dresser le cadre sur cette conférence introductive. Et on va passer la parole en premier à Ludovic Dublanchet pour peut-être nous dresser un peu le cadre du tourisme en 2020 avec, on le disait, on le voyait dans les statistiques juste avant qui étaient présentées par Stéphane au niveau des hébergements par exemple, 73%, j'ai relevé des personnes prêtes à choisir un hébergement qui soit éco-responsable pour diminuer leur empreinte écologique, etc. Est-ce qu'on est vraiment, Ludovic, sur un tournant, un peu un avant, un après, sur la prise de conscience écologique, environnementale, etc., et que le tourisme de demain ne ressemblera plus au tourisme d'hier? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même des tendances de fond qui existent depuis maintenant quelques années et qui, clairement, depuis ces derniers mois, se sont accélérées. On le voit sur l'éco-responsabilité. Alors, on reste encore une fois aussi sur des chiffres issus de sondages. Et en ce moment, on en parle beaucoup des sondages. Et on sait que les déclarations d'intention ne sont pas toujours suivies des faits. On l'a vu lors du déconfinement, où le monde d'après n'est pas forcément pour demain. Mais très clairement, oui, sur l'éco-responsabilité, il y a un changement qui s'enclenche. Et pas seulement dans les urnes de nos grandes métropoles. On voit que l'avion perd du terrain par rapport au train, au bus, au covoiturage, et notamment chez les jeunes générations, où c'est encore plus vrai. On voit que beaucoup d'agences de voyage aujourd'hui communiquent sur une compensation carbone, et même si les vertus de la compensation carbone peuvent être mises en cause,
c'est quand même un mouvement qui s'enclenche en termes de communication vis-à-vis de clientèles qui sont de plus en plus vigilantes à cela. Des destinations qui, elles aussi, commencent à recenser l'offre privée co-responsable et ça devient réellement un filtre pour certaines clientèles. Clairement, c'est plus une niche. De la même façon, on voit aussi que les attentes ont un petit peu changé. Touriste, c'est presque devenu une insulte aujourd'hui. D'ailleurs, le tourisme, avant la crise sanitaire, avait de plus en plus mauvaise presse. Elle abîme la planète. On parlait beaucoup du tourisme de masse dans de grandes destinations qui abîmait aussi les destinations où elle avait tendance à se répandre. Le lexique a changé. On parle de plus en plus de voyageurs, on parle d'autres, on parle d'expériences. Et d'ailleurs, Airbnb a été un des acteurs de ce changement lexical, avec notamment sa campagne « Ne visitez pas une destination, mais vivez là-bas ». Bon, aujourd'hui, c'est relativement décrié parce qu'on voit bien qu'Airbnb a bouleversé certains équilibres en ville notamment, et que l'accueil local, il a un peu trop tendance à s'assimiler à une boîte avec un code qui contient les clés plutôt qu'un accueil réellement local. Mais n'empêche qu'on voit bien aussi que pour les touristes, si on continue de les appeler comme ça, rien n'est plus valorisant finalement que d'être connu, reconnu à la boulangerie, à la terrasse d'un café, sur l'étal d'un marché, et qu'on a envie non pas d'être considéré comme un touriste, mais comme un habitant temporaire. Et il y a des destinations qui vraiment essayent de mettre ça en œuvre collectivement pour faire en sorte aussi que la dynamique de cohabitation entre un cadre de vie, un cadre de loisirs et un cadre de séjour puisse être plus harmonieuse. Alors après, le numérique reste malgré tout effectivement l'outil numéro 1 pour s'informer, pour réserver, pour communiquer. Et on ne peut pas forcément opposer ces tendances qui auraient plutôt comme effet de se délivrer un petit peu de tous nos fils à la patte pendant les vacances. On voit que les Français, et ça s'est encore accéléré donc ces derniers mois, veulent se ressourcer pendant leur séjour, veulent se déconnecter, mais en même temps, ils exigent d'avoir un Wi-Fi disponible. Ils veulent passer du temps avec leurs proches, plus profiter des lieux où ils sont, mais en même temps, ils continuent de guetter les likes et les commentaires sur leurs publications sur les réseaux sociaux. Donc voilà, tout ça est un peu paradoxal. Et on vit dans une période de paradoxe. On défile le vendredi après-midi contre le réchauffement climatique et puis on saute dans un EasyJet ou un Ryanair pour passer le week-end dans une capitale européenne. Donc on est dans une phase où on se cherche encore un peu, mais où clairement il y a des évolutions dans les messages et où ne pas se positionner sur ces sujets-là risque de couper aujourd'hui d'une grande partie des touristes et des clientèles. Alors le numérique aujourd'hui, il est évidemment essentiel. On sait que la pollution numérique est malgré tout très importante et que tous, collectivement, on doit faire en sorte de la diminuer. Alors, utilisateur, on sait par exemple que se connecter en Wi-Fi, ça consomme 15 à 20 fois moins que d'être connecté en 3G ou en 4G. Donc, il y a un vrai quand même usage intéressant de cette connexion. On sait que sur une visioconférence, si on coupe nos vidéos quand ce n'est pas nécessaire, ça permet aussi de moins consommer. Et puis, nous, en tant qu'offreurs professionnels, on a aussi un rôle à jouer par rapport à ça. On en parlait avec l'un des intervenants sur l'accessibilité de nos sites, sur le fait de choisir des hébergements plus responsables, sur le fait de faire des publications qui soient moins gourmandes aussi en énergie. On pense à des vidéos notamment. Est-ce qu'il est nécessaire de mettre une vidéo en 4K quand elle va être visionnée sur un smartphone ? Et puis, de la part des utilisateurs, essayer aussi de les inciter à peut-être renouer davantage. On voit que c'est une des tendances. Les gens veulent être plus en relation avec les habitants. Malgré tout, on les voit toujours utiliser le petit point bleu de Google Maps pour se rendre dans un établissement qu'ils ont trouvé sur TripAdvisor, plutôt que de demander à un habitant le bon plan pour aller manger des huîtres avec un super point de vue. Et on peut penser que l'habitant ou le professionnel le matin au petit-déj dans une chambre d'hôte est beaucoup mieux placé pour faire une recommandation que le touriste qui est venu une fois dans la destination et qui a laissé un avis sur une plateforme outre-Atlantique, que ce soit TripAdvisor, Facebook ou Google. Donc, je crois qu'on a aussi presque un enjeu, le mot un peu fort, mais presque de souveraineté locale finalement vis-à-vis de ça, de faire en sorte de valoriser davantage l'expertise des gens qui habitent sur le terrain, qui sont davantage dignes de confiance que n'importe quelle personne qui est venue passer seulement quelques jours ou quelques heures sur place, et que ça fait partie de notre rôle de destination collectivement d'essayer de faire en sorte de valoriser toute l'offre que l'on peut avoir. Et puis, on parlait de gestion de flux.
c'est un aspect très important aussi, de faire en sorte que les gens n'aillent pas visiter uniquement les tours Eiffel et le cocher le j'ai fait, mais plutôt aillent découvrir la culture locale dans les petites pépites qu'on peut trouver dans chacune de nos destinations en France. Merci beaucoup Ludovic. Effectivement, beaucoup de un tourisme qui se réinvente ou qui veut se réinventer. En tout cas, beaucoup d'attentes, mais paradoxales de la part des voyageurs. J'ai bien noté. On est passé de touristes à voyageurs. On va passer la parole à Pierre Bouton justement parce qu'on parle de le tourisme doit se réinventer et les voyageurs sont plus sensibles par rapport à la valorisation de ces offres. De tous ces éléments-là. Est-ce que les acteurs du tourisme, Pierre, sont justement... quel est votre point de vue? Est-ce qu'ils ont les outils pour se réinventer? Est-ce qu'ils sont tous conscients des enjeux? Est-ce qu'ils savent que ne pas se positionner sur ces sujets-là peut être handicapant pour eux? Quel est votre regard là-dessus, Pierre? Alors, c'est toujours difficile de parler au nom d'un ensemble d'acteurs, mais si j'additionne l'ensemble des initiatives qui ont pu être prises pour le cas que je connais, c'est-à-dire ici la Bretagne, on voit que la conscience de la part des acteurs institutionnels, et je ne vais pas parler que des offices, mais globalement de la région Bretagne et de l'ensemble des acteurs, elle est présente, et ça depuis des années. La région Bretagne a toujours été considérée comme étant en avance sur les pratiques durables. Je fais écho notamment à la Brescop, qui est une déclinaison de la charte de la COP21 qui a été signée avec les acteurs bretons. Mais pour revenir au volet un peu plus touristique, il y a eu beaucoup d'innovations, beaucoup de prises en compte, et ça, c'est les politiques publiques et des collectivités territoriales. J'entendais à l'instant faire découvrir un ensemble de sites, faire rayonner, c'est bien l'enjeu du développement touristique qui sont portés par les collectivités territoriales et leurs offices de tourisme, de faire découvrir pas simplement les hotspots, mais d'aller faire rayonner les visiteurs à partir des éléments d'attractivité. On parle surtout de tourisme littoral en Bretagne, mais il y a une activité plutôt rurale ou rétro-littorale, et donc du coup il y a cette nécessité, cet enjeu de redistribuer les flux touristiques. Donc là on a bien aujourd'hui une structuration de l'offre qui est portée par les offices dans ce sens. J'entendais aussi la notion d'expertise. J'ai quelques cas, je prends le cas de l'office de tourisme du Golfe du Morbihan Van Tourisme, qui a publié une série de portraits vidéo qui fait témoigner et qui inclut dans sa politique de promotion touristique ses habitants, c'est les hommes et les femmes qui constituent son territoire, pour raconter l'histoire, faire découvrir autre chose différemment, une manière en plus durable et responsable, donc c'est plutôt intéressant. Dans un autre volet, on a Destination Rennes, qui a imaginé et co-construit avec 9 autres villes un futur label qui s'appelle Destination Internationale Responsable. Donc c'est un volet expérimental dans un premier temps, qui vaudra une labellisation à la fin de l'année prochaine en vue d'une démultiplication internationale qui prendra en compte l'ensemble de la chaîne de valeur entre les politiques publiques, les professionnels, les habitants, la gouvernance, tout ça dans une gestion durable, responsable de la destination dans son ensemble. Donc voilà, une autre forme d'initiative. Sur la notion de connaissance et d'expertise, de manière très concrète, et pour faire le lien avec le volet digital, les OT bretons, à 80%, cette année en lien avec la région Bretagne, le CRT, nous, ont déployé un outil de live chat qui permet de valoriser l'expertise des conseillers séjour, donc, qui sont aussi des habitants, mais surtout qui sont les plus à même de connaître et de pouvoir orienter, conseiller les visiteurs de la destination Bretagne. Donc là, le volet technologique, en tant qu'outil, a permis de mieux renseigner, de mieux conseiller, de personnaliser le conseil. Et puis globalement, il y a un volet depuis des années qui est développé sur le volet des enjeux durables. Je pense aux offices, mais je ne pense pas qu'à eux. Il y a la marque Qualité Tourisme, qui est une marque qui labellise service d'accueil d'excellence, mais qui inclut un volet déjà durable, et ce depuis presque une dizaine d'années. Donc le travail avait déjà commencé, il est en train de s'intensifier. Et puis vu qu'on parle de marketing, on s'adapte à la demande. Donc je pense qu'aujourd'hui, pour voir ce qui est porté et fait par l'ensemble des acteurs institutionnels, ils sont en train de mettre en place les actions et les outils pour répondre à la demande sur cet enjeu de for good.
Ok, donc il y a, si je résume, ou si j'essaie de synthétiser, une prise de conscience, il y a beaucoup de choses qui sont déployées. Après, j'entendais tout à l'heure parler de valoriser ces différentes initiatives. Je pense que c'est ça qui n'est pas forcément évident de la part du, alors je ne sais pas s'il faut dire touriste ou on va dire voyageur plutôt, mais comme il y a énormément de, savoir s'y retrouver et trouver la bonne information pour justement sourcer des lieux vertueux, des acteurs du tourisme qui jouent le jeu et qui essayent d'avoir une démarche intelligente. Parce qu'il y a tout ce travail qui n'est pas évident, quoi, de réussir à trouver l'information. C'est toujours compliqué de recenser l'information, mais l'avantage, on va dire, qu'ont les offices et qui partagent aujourd'hui les mêmes méthodes, les mêmes démarches de qualification, donc la valorisation se fait plus simplement. Le travail en réseau et ceux portés aussi par les valeurs, on va dire, régionales en Bretagne. On est une terre de réseau, une terre d'hommes et de femmes, donc ça se facilite. Mais oui, la démultiplication des initiatives peut rendre flou l'accès à l'information et c'est bien là l'enjeu, c'est de valoriser l'offre et de rendre accessible l'information complètement. Ouais, donner des moyens pour permettre justement que ce soit en termes d'application ou autre, mais de pouvoir devenir aussi, d'avoir des référentiels pour les voyageurs, pour que ces sites ou autres deviennent des incontournables, que ce soit une brique essentielle dans la démarche soit de recherche d'hébergement ou de parc ou de destination touristique, réussir à se faire une place au soleil là-dessus, effectivement. On avance parce que le timing est assez serré. En quoi, on avait la question suivante, c'est en quoi la tech peut directement impacter sur un tourisme plus responsable? Question ouverte un peu pour tous. Alors, j'arrive plus à passer les slides suivantes, si c'est bon. Je ne sais pas qui souhaite, peut-être Ludovic, toujours, pour donner quelques exemples ou autres, en quoi la tech qui peut être décriée, hein, parce que quand on parle d'impact de la tech, tout à l'heure on parlait des visios, alors effectivement moins de trajets, moins d'avions, etc., plus de visio, mais la visio après va consommer beaucoup de bandes passantes, les data centers vont chauffer, etc. Donc la tech peut être également, on l'entend souvent, décriée pour ces consommations accrues. En quoi on peut voir le côté positif de la tech sur l'impact touristique? Le côté positif, évidemment qu'on continue de consommer beaucoup de papier, mais on a quand même énormément de guides, de flyers, etc. qui ont été un peu diminués, et alors qu'avant, on sait bien qu'on en jetait la moitié en fin de saison à la benne. Donc, de ce point de vue-là, il peut y avoir une consommation qui est moindre. On voit aujourd'hui de nombreux efforts, notamment dans les cahiers des charges, de nouveaux sites de destination où on inclut une dimension éco-responsable, que ce soit sur l'hébergement, sur l'éco-conception des sites, sur les contenus qu'on va mettre à l'intérieur. Donc, il y a quand même une prise de conscience de ce phénomène de pollution numérique. On incite les gens à faire attention aux envois de mails, on incite les gens à utiliser du Wi-Fi, à couper la vidéo s'ils n'en ont pas besoin. Donc, bon, de ce point de vue-là, il y a quand même des prises de conscience intéressantes. Après, on sait que, et on va avoir des démonstrations avec plein de startups qui conçoivent des projets et dont certains interviennent là ce matin et nous les ont présentés. Ça peut permettre justement, par exemple, de modéliser des flux, d'impacter la consommation touristique sur un territoire, de faire en sorte que les gens se dirigent de façon plus harmonieuse, utilisent des mobilités douces. Et en région Bretagne, il y a des politiques extrêmement incitatives sur ce développement-là. Donc, le numérique aujourd'hui est un moyen de communication qui est massivement utilisé par nos clientèles et c'est donc logique qu'on les informe de la façon la plus éco-responsable possible à travers ces médias-là. Et ils nous permettent de passer des messages qui peuvent justement conclure à un changement d'habitude de la part de certaines de nos clientèles pour aller justement vers des consommations à la fois de prestations ou de mobilité qui soient moins impactantes en termes de carbone, par exemple, sur le territoire qu'elles consomment. Et puis on voit de plus en plus une tendance se développer sur un tourisme qu'on appelle de réparation ou de régénération, où on voit les gens, par exemple, participer à des collectes de plastique sur la plage, au nettoyage, ou carrément du tourisme caritatif, où les gens vont dans une destination non pas seulement pour la visiter, mais pour participer à sa vie. Donc
il y a quand même des tendances comme ça, sur des séjours plus longs, des séjours plus impliquants dans la vie du territoire, qui vont dans le bon sens et qui passent en termes d'information, de communication, de réservation, de toute façon, par des outils techno et notamment des sites web. Et pour responsabiliser… Frédéric, ouais, allez-y. Je vois qu'il y avait une observation de Damien Moulin hein, dans le fil et qui disait que lui, il n'était pas d'accord, qu'il considère que les hébergeurs aujourd'hui ne sont plus les ambassadeurs de leur territoire. Alors, je pense qu'on ne peut pas généraliser, effectivement, mais lui, en tout cas, l'observe très clairement. La plateforme Airbnb, par le biais des expériences, j'imagine, lui amène beaucoup de clientèle et absolument pas, dit-il, de la part des hébergeurs classiques. Mais je pense que c'est justement un rôle, hein, et on en parlait tout à l'heure avec Pierre Bouton, un rôle des institutionnels de faire en sorte de repasser ce message, de mieux fédérer les acteurs, de faire en sorte que chacun d'entre eux soit ambassadeur. L'idée tout à l'heure de mon discours n'était pas du tout hein, de cracher sur Airbnb, simplement de dire que la promesse, en tout cas sur l'hébergement, a été rompue à un moment, sur le vivre comme un local. Mais on voit bien que les expériences, on le voit en poupe. Airbnb a d'ailleurs sorti des expériences en ligne pendant les périodes de confinement. Et on voit que ça fonctionne très bien. Tous les canaux sont intéressants et il y a plein de plateformes qui offrent plein de choses hein, qui peuvent être intéressantes, mais il y a quand même cette notion de réseau sur une destination qui doit probablement effectivement être relancée, être réinjectée, probablement par les institutionnels touristiques, mais avec justement la participation de l'ensemble des acteurs et des fédérations et syndicats professionnels. Ok. Et la question que j'avais, sinon, par rapport à tout ce qu'on disait sur un peu la responsabilisation aussi des citoyens qui vont s'investir dans des actions, etc., de collecte, de ramassage, donc plein de choses, est-ce qu'il y a des applications particulières à mettre en avant pour un peu d'auto-responsabilisation? Je crois qu'il y avait une appli qui s'appelait 30 jours pour agir ou je ne sais plus quoi, mais pour mesurer un petit peu ces actions, est-ce qu'il y a des choses que vous recommandez? On voit aujourd'hui en tout cas qu'il y a beaucoup d'applications participatives. On pense notamment à l'entretien des chemins de randonnée, à l'observation de la faune ou de la flore. Alors, il y en a une qui est assez connue qui s'appelle Suricat notamment, mais il y a beaucoup d'acteurs qui développent aujourd'hui plein d'applications qui permettent de remonter de la part des utilisateurs, randonneurs, touristes, pour signaler un problème, pour faire participer à de l'entretien, pour faire de l'observation. Tout ça extrêmement intéressant. Ce qui va devenir compliqué, c'est qu'on en a tellement aujourd'hui que pour partir en randonnée, il faut presque que je télécharge 10 ou 15 applications différentes pour pouvoir participer à toutes ces observations. Et là encore, il y a peut-être un rôle à jouer de la part de l'institutionnel pour essayer de fédérer un petit peu et d'avoir un méga outil qui permette effectivement soit de proposer des actions auxquelles je peux participer, soit de proposer des observations, des remontées d'informations. On est pour l'instant dans une phase un petit peu de bouillonnement hein, de tout ça. Il va falloir probablement réussir à l'agréger un petit peu plus et à faire en sorte qu'on n'ait pas 50 outils qui proposent tous ou moins la même chose. Oui, c'est ça, une phase de consolidation un peu pour avoir des référentiels dans le domaine qui fassent foi et qui permettent d'avoir aussi une communauté qui soit d'autant plus importante sur un outil, bon bref. Oui, tout à fait. L'incontournable. Ouais. Que l'on puisse aussi probablement permettre aux clientèles de recevoir des messages hein, par ces outils-là sur comment mieux se comporter, Je crois qu'il ne faut pas être dans la culpabilisation et on a des destinations qui l'ont très très bien fait hein, sur des engagements, des serments, etc. Pour sensibiliser les gens à avoir une meilleure conduite, que ce soit en termes d'écologie, mais aussi de respect d'une culture locale, de l'économie locale, etc. Très bien. Pierre Bouton, peut-être une réaction par rapport à ça. Est-ce que vous partagez justement la vision? Eh ben, j'ai un exemple concret qui rejoint les propos. C'est l'Office de tourisme de Vannes, en partenariat avec l'Université de Bretagne Sud, qui a déployé en fait des spots le long du littoral, invitant les utilisateurs à prendre en photo. Donc, le pilier était positionné spécifiquement au bon endroit pour avoir le meilleur angle de vue sur le volet de la belle photo littorale, et invite les utilisateurs via un hashtag, je crois, ou un arrobas pour Facebook, à partager la photo, ce qui permet de mesurer le trait de côte. Donc, il y a un volet
de suivi des indicateurs sur l'impact environnemental, tout en mettant en avant un service pour le touriste ou le visiteur dans son parcours touristique. Donc, on joint l'agréable à l'utile et le volet technologique, du coup, a un impact positif. Donc, je partage des bonnes initiatives qui, pour le coup, sont assez simples et n'ont pas nécessité d'aller télécharger une application particulière. Je pense en effet le frein à tout ça et la démultiplication des applications qui sont toutes les plus innovantes possibles, mais qui, et je rejoins les propos, bientôt on devra télécharger 40 applications avant de partir en vacances si on veut absolument tout faire. Donc il y a bien un enjeu d'agrégation. Mais globalement, la technologie, je pense que le premier point le plus important, c'est la donnée et c'est surtout les indicateurs. Parce qu'on parle beaucoup de pilotage, d'action, de phase de développement, mais sans indicateurs, on ne peut pas mesurer exactement ce qu'on fait, pourquoi on le fait et comment on le fait. Et le principal avantage de la tech, mais je parlerai plutôt de data dans un premier temps, c'est pouvoir récolter ces informations, de les traiter, de les analyser et ensuite de prendre des décisions pour mesurer et contrôler ce qu'on fait. Enfin, on va parler tout à l'heure, je crois, des éco-compteurs. Voilà, sans cette mesure-là, on ne peut pas mesurer l'impact, qu'il soit positif ou négatif. Donc c'est là, je pense que le jeu est là. C'est là l'enjeu. Ouais, l'importance de la donnée, évidemment, la collecte de données, l'utilisation, etc. est effectivement fondamentale. On a avancé tout de suite sur les pour aussi valoriser des solutions concrètes ou des startups innovantes. On va donner la parole aux intervenants. Alors, on a un mélange d'intervenants que vous avez vus sur le tour de table initial qui vont plus présenter leurs solutions. On en a également rajouté quelques autres qui ne sont pas présents avec nous physiquement sur la conférence, alors sauf s'ils sont dans les participants. Mais pour vous donner un panel un peu, non exhaustif évidemment, mais un panel de choses assez inspirantes. Alors, éco-compteur, je redonne la parole à Philippe Delmas. Philippe, donc vous nous avez parlé un peu de la solution éco-compteur. On va prendre 2 minutes, parce que le timing est assez serré, pour aller un petit peu plus dans le détail. Donc on est sur des solutions de comptage, on l'a bien compris, pour pouvoir optimiser l'installation, par exemple, de pistes cyclables ou autres dans des grandes villes. Je vous laisse réexpliquer, je passe les slides en même temps, Philippe. Oui, d'accord. La transition par rapport à ce que vient de dire Pierre Bouton, elle est parfaite, hein, puisqu'on va effectivement parler de collecte de données et d'analyse de ces données. Donc, si on regarde le slide suivant, on présente juste, voilà, en quelques images, les contextes d'utilisation de nos compteurs qu'on peut vraiment placer sur tout type de sites de pratique. Alors, ça va du sentier équestre au sentier VTT en zone de montagne, en passant par des voies navigables ou des sentiers de randonnée littoraux. Donc, les données sont collectées sur le terrain avec des compteurs qui sont faits pour rester à demeure. Hein. Donc, ce sont des compteurs étanches, robustes, qui s'intègrent parfaitement à l'environnement. Ils fonctionnent de manière autonome en énergie et ils envoient les données en base toutes les 24 heures grâce à des cartes SIM. Donc, une fois installé, ça fonctionne de manière autonome. La chaîne de valeur qu'on propose, c'est celle qui est affichée actuellement, là, je pense. C'est effectivement d'accompagner nos clients qui sont les collectivités, hein, les institutionnels, sur le choix des sites et les choix d'implantation. Et une fois que la donnée est collectée par les compteurs, ben voilà, elle remonte dans la base web Ecovisio. Ouais, Frédéric, tu peux passer sur le slide Ecovisio. Parfait. Donc Ecovisio, qui est une plateforme web disponible sur tout type de support, hein, mobile ou PC. C'est une plateforme dynamique, donc à chaque connexion, en fait, le client utilisateur voit ses données mises à jour, et donc tous les tableaux de bord sont constamment à jour. Et on peut c'est corrélé avec la météo aussi, Philippe, hein, d'après ce que je vois. Absolument, voilà, on peut superposer aux données de comptage des données météo. Donc là, le but, c'est pas de dire quand il fait pas beau, il y a moins de gens, c'est plutôt de dire, enfin, de quantifier très objectivement l'impact de la météo sur les pratiques. Et ainsi de pouvoir en tenir compte pour les horaires d'ouverture des sites, la gestion des tournées d'entretien, des choses comme ça. Tu peux passer au slide suivant. Donc bien sûr, une fois qu'on a des données, le but c'est de les analyser. Donc on propose également des prestations de rapports d'études, rapports de fréquentation.
Donc, soit des rapports prédéfinis, soit des rapports sur mesure à la demande. L'accent étant mis, bien sûr, sur la qualité de la donnée qui est exploitée. Le but, c'est vraiment pas d'utiliser de la donnée brute, mais bien de la donnée validée et reconstruite si besoin, pour faire parler les chiffres de manière très objective. On va peut-être passer sur un exemple très concret. Je vais encore vous faire voyager et vous faire sortir un peu de la Bretagne. Je vais vous parler de la source de l'Uvonne. Donc on voit sur cette photo que le site est plutôt remarquable, ça donne envie effectivement d'aller le visiter. Et c'est exactement ce qui s'est passé en 2019 quand cette photo a été publiée sur les réseaux sociaux. Il y a eu en fait une augmentation très forte du nombre de visiteurs, donc une pression démographique très très forte sur ce site qui est un site vivant, hein. Ce sont des concrétions de tuf en fait, donc c'est un milieu vivant. Et ce site qui est situé dans le Var et qui est géré par le parc naturel régional de la Sainte-Baume, en fait, il faut maintenant qu'il soit protégé parce que l'afflux de visiteurs est bien trop important. Donc ce qu'a décidé le parc, c'est de nous consulter pour mettre en place des compteurs permanents qui vont être installés ce mois-ci d'ailleurs. Et avec ces compteurs permanents, on va justement pouvoir sortir les indicateurs clés pour que toutes les prises de décision soient très objectives et que notamment les décisions en termes d'aménagement et de restriction ou de contrôle d'accès soient prises, pas au doigt mouillé, mais vraiment avec des chiffres qui sont parlants et qui sont réels. Le but, bien sûr, à terme, c'est de préserver ce milieu et de continuer à le faire visiter, mais dans des conditions tout à fait tolérables pour le milieu, qui reste un milieu vivant. Hyper intéressant, mesurer, puis ensuite prendre des mesures évidemment de correction ou adapter les horaires, etc. Parfait, merci beaucoup Philippe, le timing est assez serré, donc on va s'arrêter là. Si vous souhaitez en savoir plus pour les auditeurs, n'hésitez pas à aller découvrir, si vous ne la connaissez pas encore, la société Ecocompteur. Vous avez les coordonnées de Philippe. On enchaîne avec une autre start-up qui est... alors qui n'est pas présente, sauf si Alexandre est présent dans les auditeurs, c'est Oali, une start-up qui est basée dans les Côtes d'Armor, qui a été créée à Saint-Brieuc. C'est assez innovant aussi, puisqu'il y a pas mal de choses. Au démarrage, on était plutôt sur la géolocalisation des poubelles ou autres pour pouvoir bien collecter les déchets. Et la solution a évolué vers aussi d'autres choses, de géolocalisation, par exemple pour remplir sa gourde d'eau, donc des points publics d'accès à l'eau pour éviter d'avoir à acheter de l'eau en bouteille, etc. Et il y a pas mal de choses donc, qui peuvent être déclinées pour les entreprises, pour les particuliers et pour les entreprises. Donc vous voyez des exemples de... C'est Agnès, il y a Alexandre qui lève la main, il peut peut-être prendre la parole 1 minute. Ah très bien, allez, 1 minute pour Alexandre alors. Tu peux enlever ton micro, Alexandre. Ok, vous m'entendez? Oui. Ouais. Oui. Bonjour à tous. Oui, effectivement, nous on a une vision qui est en fait de donner les moyens en fait aux individus de réduire leur impact sur l'environnement. Et on s'est rendu compte que finalement le tourisme pouvait devenir un vrai véhicule d'accélération de la transition écologique des territoires. Dans un contexte de révélation des ressources que le territoire a pour accompagner cet usager. Et cet usager qui est polymorphe parce qu'à un moment donné, il est touriste, à un moment donné, il est habitant. Et nous, on est très sensible aussi à cette question-là de multiplication des applications. Et nous, on s'est rendu compte que si on voulait que ça marche bien, ces outils-là, il fallait que l'application elle soit utile pendant la période de vacances, pas pendant qu'on est touriste, mais qu'on puisse utiliser cet outil aussi quand on rentre chez soi. Et en fait, notre idée, c'est plutôt de dire comment les acteurs du tourisme peuvent devenir des prescripteurs des bons comportements et que ces bons comportements soient valables sur le territoire donné et quand on rentre chez soi. Et c'est ça notre vision d'un tourisme prescripteur, c'est-à-dire que comment on passerait, on le disait au début de conférence, d'un tourisme que l'on dit très polluant parce qu'il est de masse, parce qu'il est concentré sur certains sites, à un tourisme qui devienne vraiment un véhicule de la transition écologique, quoi. Avec des choses qui existent déjà sur les territoires. Nous, on a vocation finalement à révéler ces ressources, à les animer et à être un outil supplémentaire pour les professionnels du tourisme. Et parallèlement à ça... 30 secondes, Alexandre, je suis désolé parce que le timing est vraiment super serré. Ouais, bon, ça marche.
Oui, bah juste, on a développé un mouvement qui s'appelle Gourd Friendly, et en fait, qui est vraiment le moyen d'activer ce qu'on vient de dire de manière très concrète, c'est-à-dire cartographier, mobiliser et animer tous les endroits et les établissements qui veulent bien que les gens viennent remplir leur gourde. Et nous, pour nous, c'est le premier comment dire, cran pour justement comment dire, articuler l'ensemble des acteurs sur une question très concrète qui est comment on éradique la bouteille en plastique de nos territoires. Ça a une valeur symbolique, ça a une valeur d'animation, et ça a aussi une valeur économique parce que ça permet aussi de mieux gérer ces déchets et de réduire le coût de l'entretien, enfin on va dire la propreté urbaine qui est un vrai problème. Très vertueux, effectivement. Ouais. Merci beaucoup, Alexandre, et merci d'avoir pris la parole comme ça à brûle pour point. Donc, et si vous voulez en savoir plus, vous allez sur oali.green. On continue, on reste dans le green avec Stéphane qui avait pris la parole au démarrage. Stéphane, je vous laisse également rappeler, donc vous êtes une plateforme de tourisme durable qui valorise les hébergements éco-responsables. Oui, tout à fait. Donc on est une jeune plateforme, hein, on devait lancer le site le 20 mars, donc on ne l'a pas lancé le 20 mars, on l'a décalé au 11 mai, jour du déconfinement. Notre objectif, très clairement, bon, ça part d'un constat perso, je n'ai pas le temps d'expliquer rapidement, mais enfin rapidement, on a mis 8 heures à trouver un hébergement éco-responsable qui nous convenait. Et on s'est dit, mais c'est pas possible que ça n'existe pas. Et en fait, il y a à peu près 10% en France qui sont dans une démarche éco-responsable, mais globalement, ils sont tous noyés dans la masse. Et puis il y a 90% qui vont probablement y aller et qui ne savent pas trop comment faire, quoi. Et de l'autre côté, pour les voyageurs, bah, ils sont un peu paumés parce qu'il y a soit des annuaires et ça ne répond pas vraiment aux besoins actuels, c'est-à-dire qu'il faut de l'instantanéité, il faut pouvoir réserver instantanément, trouver facilement. Et pour les hébergeurs, bah, c'est une énième plateforme, enfin vous connaissez le sujet. Donc, alors est-ce qu'on peut juste passer la slide ? Bien sûr. Donc l'objectif, c'est aussi d'être un peu plus inclusif par rapport aux hébergements. Là-dessus, on va avoir un green score qui va venir sélectionner, il y a 110 critères et qui va venir sélectionner pour savoir si l'hébergement correspond à nos critères et ensuite comment l'aider. Donc on parlait de data tout à l'heure, nous ça va nous servir pour l'accompagner, pour aller plus loin dans la démarche s'il le souhaite. Et aussi pour les voyageurs, bah, on va être sur une terminologie, sur une prise de parole vraiment différente de ce qu'on peut avoir d'habitude, où l'écologie est clairement vécue comme quelque chose de punitif. Là, on va chercher à encourager. Donc, toutes les solutions qu'on propose ce matin sont très intéressantes parce que ça va aussi enrichir notre proposition auprès des voyageurs. Je prendrai contact avec les autres startups. Donc, alors, on peut passer la slide encore. Donc, on voit qu'on a un certain succès par rapport aux voyageurs sur les premiers mois. Et voilà, on veut montrer tout type d'hébergement. Donc, il y a aussi des particuliers, mais principalement, c'est des professionnels. Et ça va dans... Alors, j'en ai mis que 3, mais évidemment, on a tous les types d'hébergements possibles. Et alors, si on peut passer encore. La slide d'après. Je ne sais pas si ça marche. Moi, je ne l'ai pas. Voilà. Et donc, on a aussi construit notre solution sur une autre vision. Ah non, slide d'avant. Voilà. Donc, on a échangé avec beaucoup avec 200 personnes de l'écosystème. Donc, on est sur inscription gratuite. Il n'y a pas de frais d'entrée. C'est sans engagement. Vous pouvez quitter quand vous voulez. Le but, c'est que vous soyez satisfait de ce qu'on fait. Donc, c'est l'enjeu principal. On est sur une commission qui est à 10%, donc il y a des années-lumière de ce qui peut se passer ailleurs. Et en l'occurrence, vu le contexte actuel, on est carrément même à 0. Donc je crois qu'on est les seuls à avoir fait ça. Notre score éco-responsable, eh bien, c'est un repère pour tous les hébergeurs, mais contrairement à un label, il est gratuit. Par contre, il est obligatoire pour rentrer sur le site. Et c'est aussi un repère pour tous les voyageurs. Et puis ce qu'on amène vraiment en plus de tout ce que les autres peuvent amener, hein, et quand je pense aux autres, c'est principalement les Airbnb Booking, c'est surtout qu'on va vous accompagner dans cette transition écologique. Donc on est sur du conseil qui soit pertinent et pas factice, hein, on ne vient pas faire du texte pour faire du texte. Et on va chercher des avantages exclusifs auprès de partenaires. Donc là, on a signé les premiers. Par exemple, Planetary, donc c'est le meilleur fournisseur d'énergie verte d'après Greenpeace. Et donc, on va être avec des avantages exclusifs pour nos hébergeurs.
Super, Voilà, merci beaucoup. Je vous laisse la slide d'après. Voilà, si vous voulez avoir plus d'infos, vous pouvez nous contacter directement. Merci beaucoup. Très bien. Je viens déjà de m'abonner à la page Facebook, donc ça fait un de plus et je vais aller découvrir les hébergements. Parfait. Merci. Merci beaucoup Stéphane. On continue, alors 30 secondes rapidement pour, il n'est pas avec nous, mais c'est la startup Baludic qui est nantaise et qui crée des jeux de pistes numériques. Alors on est plutôt dans l'esprit gamification sur des lieux touristiques, mais là on est vraiment sur le côté la tech et le numérique qui cohabitent bien. Et qui permettent de valoriser aussi, parce que tout à l'heure on disait connaître, que tout le monde n'aille pas sur les mêmes endroits, etc. Ça permet aussi de créer des parcours, des choses comme ça, donc de valoriser des lieux au sein de parcours existants qui sont peut-être sous-valorisés. Donc n'hésitez pas à aller la voir sur le site de Baludic. Ils sont très, très sympas et ça peut donner des bonnes idées pour animer des lieux et faire cohabiter, encore une fois, de manière vertueuse, le tech et la numérique. La tech et le numérique. Voilà. Frédéric Sudreau, on vous donne la parole. Facility. Alors, je vais essayer de lancer la vidéo. En gros, on est sur, pour faire le petit teasing, le pitch, hein, on travaille sur l'ergonomie avec Facility des sites web pour permettre à des personnes qui sont déficientes visuellement, qui ont des troubles, certains troubles, Parkinson ou autres, ou des troubles de vue, des troubles... bref, exactement, qui puissent permettre d'avoir un site qui soit adapté. Et là, c'est évidemment très intéressant pour les acteurs du tourisme. Oui, merci Nicolas. Je sais pas, tu lances la vidéo tout de suite? J'essaye. Juste en préambule de ma part, aujourd'hui, 60% des voyageurs utilisent Internet pour première source d'information et d'inspiration dans les voyages et les séjours qu'ils souhaitent réaliser. 60%, c'est donc absolument colossal. Et deuxième chose, 45% des réservations pour le tourisme se font aujourd'hui en ligne. Si en effet, on prend ces deux chiffres en cours, il est évident que si vous vous coupez d'une partie de la population, c'est-à-dire la population handicapée ou celle qui est en légère perte d'autonomie comme les seniors, il y a des chances que vous perdiez peut-être un peu de chiffre d'affaires et en tout cas une partie de l'audience que vous recherchez. L'idée de Facility, c'est donc de rendre les sites web accessibles. Je laisse la vidéo se dérouler. Bon. Alors normalement, il y a du son, normalement, il y a plein de choses. L'idée, c'est en effet, il nous suffit simplement de cliquer sur un... Et le site web automatiquement s'adapte aux troubles de la vision, du mouvement ou de la compréhension. On couvre la dyslexie, on couvre la maladie de Parkinson, on couvre la sclérose en plaques et tous les troubles de la vision. Plus de 1200 profils existent pour que vous puissiez avoir un maximum de confort pour visiter les sites Internet. Alors sur les sites marchands, on voit des résultats qui sont tout à fait impressionnants sur le taux de conversion. Je suis persuadé que ça peut être à peu près la même chose sur les offices de tourisme ou sur les sites de réservation en ligne. Voilà, donc moi, le sujet sur lequel je me positionne particulièrement est donc ce tourisme inclusif-là, à travers les outils qui sont majoritairement utilisés dans la sélection des voyages et des séjours. Si vos sites ne sont pas inclusifs, à un moment ou à un autre, vous allez avoir une réelle déperdition de votre audience et donc de votre lectorat. Voilà pour être bref et rapide. Frédéric, tu as été très, très synthétique. Merci, la solution elle est vraiment top. Ça fait plusieurs fois qu'on travaille ensemble et on est toujours bluffé. Et c'est vrai que c'est une solution qui est valable dans plein de secteurs d'activité différents. Et dans le domaine touristique, effectivement, on imagine le procurer aux voyageurs lors de la phase de recherche. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site de Facility. C'est facility.fr, Frédéric, ton site web? Ouais, exactement, tout à fait. Bon, parfait. On continue. Alors, très rapidement, ils ne sont pas présents avec nous. C'était Agnès qui nous a déniché ça sur le site itourisme.info sur lequel Ludovic intervient beaucoup. Il y avait une initiative assez sympa du côté des îles Féroé avec des prises de vue faites par les habitants en GoPro et la possibilité de découvrir à distance, de prendre la main en fait sur des visites depuis son canapé. Je ne sais pas si Ludovic, tu veux en dire un mot? Oui, alors c'est vrai que c'est des initiatives qui existent depuis quelques temps. Un des pionniers en la matière, c'était Melbourne qui avait fait ça il
il y a une dizaine d'années, je crois, où on prenait le contrôle de 2 voyageurs qui avaient une webcam sur la tête et on les emmenait n'importe où et on voyait ce qu'ils étaient en train de faire. Donc les îles Féroé ont remis ça au goût du jour et il y a d'autres destinations qui vous permettent de piloter, alors soit un petit robot, soit un drone, soit des choses comme ça qui vont vous permettre de découvrir un territoire tout en restant chez vous. C'est des situations qui peuvent être très adaptées en période de confinement pour s'oxygéner un petit peu quand on est coincé chez soi. Après, voilà, ça demande aussi beaucoup d'investissement malgré tout pour une utilisation qui peut parfois paraître gadget. Donc, à réfléchir, je pense. Ouais. Mais l'idée, effectivement, c'est de montrer différentes solutions pour après que les gens aillent piocher. D'ailleurs, n'hésitez pas, je fais une petite promo sur le site itourisme.info, mais je vois que Ludovic a publié 351 articles, donc il y a plein de matières. Allez sur ce site pour découvrir des choses très, très inspirantes. On continue, je vais avancer juste. Alors, Microfolie, on est sur l'accès à des musées à distance, et Lannion par exemple s'était positionné là-dessus pour pouvoir les visiter virtuellement. Donc il y a 83 grands musées mondiaux qui sont accessibles depuis chez soi. Donc on est vraiment dans l'aspect où le numérique vient ouvrir les portes si on ne peut pas se déplacer physiquement. Et on va passer la parole à Jérôme Alexandre qui nous a pitché au démarrage. Donc là on est sur le côté le téléphone, l'appli dans la poche, mais qui va servir à faire plus de liens sociaux, ce qui est effectivement un souhait, je pense, fort de la part des voyageurs. Eh bien, bonjour à tous à nouveau. Je peux te laisser défiler les slides. Moi, mon but, c'est de pouvoir rebondir sur tout ce que j'ai entendu depuis le début et c'est fascinant. Merci pour ces partages, notamment Ludovic qui parlait de pollution numérique. Alors, l'objectif de Next2You, effectivement, c'est de ne pas dépasser la minute d'utilisation sur l'application pour créer du lien social. Donc ça, on essaie de s'aligner là-dessus et ça nous touche. Pierre aussi qui parlait de faire découvrir à partir de l'attractivité et des événements. Imaginez voilà, les voyageurs qui découvrent une région et qui sont notifiés en temps réel d'un concert, d'un bagad qui va démarrer là tout de suite, là dans un quart d'heure, ou simplement d'une sortie en bateau, là il manque de 2 personnes, on met 50% de remise dessus. Donc on génère encore une fois l'incitation dans l'instantanéité et dans la proximité. Frédéric aussi parlait d'inclusivité. On s'est arrangé pour que l'application soit utilisée par tous. On a des utilisateurs qui vont aujourd'hui, qui vont peut-être de 16 ans à 77 ans. C'est un peu comme Tintin. L'objet, c'est de pouvoir la rendre accessible absolument à tout le monde et ça se confirme en tout cas aujourd'hui. Et puis également, alors je ne sais plus qui relevait ça, mais c'était l'histoire de pouvoir agréger et de parler de méga outils. Alors il est vrai qu'aujourd'hui, on couvre déjà un peu le périmètre de et de Uber finalement, puisque le matin on peut très bien rencontrer une personne, être notifié tout de suite d'un restaurateur qui va proposer un plat du jour local à midi, et puis en fin de journée pouvoir catcher un taxi en un clic alors qu'on ne connaît pas la région. C'est pas du tout pour pouvoir trouver un taxi. Et encore une fois, cette histoire de ne lancer qu'une application dans la journée pour avoir des services dans l'instantanéité et dans la proximité, bien c'est aussi l'objectif de Next2You pour ça. Alors aujourd'hui on y répond parfaitement sur la ville de Rennes. Il faut bien comprendre qu'on peut développer un sujet comme celui-ci sur une ville au début, bien comprendre les aspects déjà d'utilisation, les aspects de business model aussi associés. Et puis je rebondis aussi, alors je ne sais plus qui abordait le sujet, mais le sujet de la data. Alors ça c'est essentiel aussi. Allez, revenons sur Rennes. Moi si je sais que j'ai des passionnés de basket en masse dans le nord de Rennes, c'est plutôt par ici que je vais commencer à mettre en place des paniers, parce qu'il semblerait qu'il n'y en ait pas forcément suffisamment. Et ça encore une fois, ça peut être intéressant aussi pour des lieux touristiques, connaître les centres d'intérêt de ces visiteurs, pouvoir le quantifier, le mesurer, et puis finalement s'adapter aussi un petit peu à la typologie des personnes qui viennent de découvrir une région. C'est top, merci beaucoup Jérôme. Je pense que là on a eu plein de solutions très, très inspirantes, et moi j'aime bien le côté où qu'on partage tous, où en fait on a envie que notre smartphone qu'on a tous dans la poche nous aide, nous facilite la vie, etc. Mais il y a un moment, on a aussi envie de se déconnecter et d'échanger avec des personnes, et là il y a un vrai besoin identifié. On a un peu débordé, il est midi 10 peut-être. Alors cet après-midi, il y a Ludovic enchaîne à 14h et il reprend la main sur un webinaire donc sur la place du numérique dans les nouvelles pratiques touristiques. Je mets le lien dans le chat du coup. Si parfait. Agnès, j'ai pas regardé le chat. Est-ce qu'on se prend 2 minutes pour des questions-réponses éventuelles ou des réflexions Oui. Alors il y a eu quelques échanges entre participants. Il y a une question de Vivien pour bonjour, comment vous faites-vous connaître de vos clients? Je pense que ça s'adresse à Jérôme Alexandre, c'est ça?
Eh bien, pour me faire connaître de mes clients, l'application est sortie il y a peu. Hein, c'était sur le premier trimestre 2020 avec ce qu'on a connu. Donc, c'est essentiellement la presse qui a été déjà un premier vecteur pour initier ça. Mes deuxièmes vecteurs, ce sont les commerçants. Je ne connais pas meilleur promoteur d'une application comme ça que les commerçants. C'est un très très bon vecteur de téléchargement pour permettre de développer la communauté. Et puis, on s'appuie également sur des réseaux sociaux qui ont du succès aujourd'hui. Et je fais référence notamment à Instagram pour donner des cas d'usage, les exposer et donc projeter l'utilisateur, le futur utilisateur dans l'expérience et l'inciter à télécharger l'application. Okay. Parfait. Est-ce que quelqu'un veut lever la main peut-être pour poser une question ou Je vois personne. Okay, je vois qu'il y a pas mal de messages effectivement d'hébergeurs ou d'acteurs du tourisme. Entre eux, ouais. Ouais, ok. La région Bretagne est mobilisée pour un tourisme durable, très enthousiasmant pour l'avenir. Ok. Parfait. Il y a une personne qui lève la main. Très bien. Claire, elle peut désactiver peut-être son micro et puis du coup prendre la parole. Claire. Est-ce que vous m'entendez? Oui, tout à fait. Ok. Bonjour à tous et merci pour la richesse de vos présentations et les échanges constructifs. Donc moi, simplement pour me présenter, je suis doctorante en STAPS à Rennes et mes travaux de recherche portent justement sur les innovations numériques dans donc les sports de nature. Donc je suis en début de deuxième année et donc forcément tout ce que vous avez dit m'intéresse et j'ai quand même une question. À savoir quels sont vos modèles économiques, c'est-à-dire que les applications sont gratuites et pour vivre, on vit pas d'amour et d'eau fraîche. Et au-delà de la publicité, quels sont vos modèles économiques parce que c'est quand même intéressant de voir un peu comment vous arrivez à vivre de cette activité puisque vous rendez quand même un service aux clients, aux randonneurs, aux cyclistes. Donc voilà, c'était une interrogation que j'avais. Pour Éco-Compteur, je pense que le modèle économique, il est simple puisque c'est les collectivités qui vont investir dans les solutions de comptage. Donc les citoyens derrière ne seront pas impactés directement. Pour Facility, je pense que là aussi, c'est les sites qui vont directement investir. Alors ça représente Frédéric, je ne sais pas si tu veux donner des échelles de coûts pour un site par mois peut-être ou... On est sur des abonnements à 350 € par mois pour rendre accessible à environ 1200 troubles. Ok. Et offre la solution à son utilisateur. Très bien. Pour Wigo Green, peut-être une idée de modèle économique, Stéphane? Oui, on est sur de la commission pour les hébergements, donc on est à 10%, on sera à 15% sur les activités l'année prochaine. La partie accompagnement est totalement gratuite et on est un média pour les offices de tourisme, pour les territoires qui dépensent beaucoup d'argent sur Facebook et autres, à parler à beaucoup de monde. Et là, on leur propose de parler à une site très spécifique, puisque 100% de nos voyageurs sont à la recherche de territoires et d'hébergement éco-responsables. Très bien. Et peut-être Jérôme, sur le modèle économique, alors moi, vu de ma fenêtre, je dirais gratuit pour les citoyens et peut-être que les professionnels, c'est eux qui mettent la main à la poche? Tout à fait. Alors aujourd'hui, on est tout neuf, donc on fonctionne avec des levées de fonds. On a eu la chance de pouvoir lever 150 000 € sur la première année de création. Ça, c'est essentiel pour nous offrir un petit peu d'avenir et pouvoir développer ces modèles. Et ça fonctionne effectivement avec des abonnements mensuels, pour le coup, que ce soit pour les commerçants, pour les taxis, des abonnements aussi à la saison pour des campings, et les directions de camping notamment. Et puis des abonnements aussi liés à des événements de voyage. Prenons un bateau de croisière ou des bateaux qui font la traversée. On a adressé Brittany Ferries il y a encore pas très longtemps pour tout ça. Et voilà, c'est des sujets qu'on a laissé de côté pour le moment. Vous pouvez imaginer pourquoi, mais on y reviendra par la suite une fois que tout ira un peu mieux. Ouais, bien sûr. Ouais. Il est 12h15. Alors, on avait une dernière question sur le tourisme en 2025, mais je pense qu'on a déjà dessiné un peu les contours de ce tourisme. Probablement que Ludovic abordera ce sujet cet après-midi. Exactement. Ludovic, donc n'hésitez pas à 14h à vous reconnecter. Il nous reste donc on va s'arrêter là pour cette session qui a été très riche. Si il vous manque des URL de sites qu'on a pu citer ou autres, n'hésitez pas à le mettre dans le chat et on y répondra évidemment. Merci, j'espère que c'était très inspirant, c'était très riche, ça a été assez rapide, mais l'idée c'est que vous repartiez aussi avec plein d'idées en se disant voilà, il y a plein de belles solutions innovantes sur le marché. Merci à tous.
Et puis, merci à vous. Le replay devrait être journée. disponible d'ici la semaine prochaine, si vous voulez aussi. Et n'hésitez pas à nous recontacter si